écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir au peuple, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en actions. Alors, à quelles actions allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Greetings everyone. Thank you. Bonjour à tous. Merci pour cette superbe introduction. Je ne crois que ce n'est pas souvent que nous commençons de tels débats avec une telle créativité et des expressions poétiques si fortes. Bienvenue à tous, bienvenue à cette session, la session de Rise, du festival Rise Africa.
Je suis officielle et je travaille à Rise Africa. Je travaille pour trouver des solutions innovantes et durables et des façons innovantes de standardiser des solutions basées sur la nature. J'ai été sélectionnée pour organiser cette session, le leadership de l'Afrique en matière de solutions basées sur la nature. La langue constitue-t-elle un obstacle pour la mise en valeur des meilleurs efforts de continent? Donc, notre session est très opportune en matière d'action et d'élan alors que nous tentons de diriger nos sociétés vers des voies plus durables. Avant de commencer, je souhaite présenter notre modérateur et nos intervenants qui vont donc être le moteur de la discussion aujourd'hui et qui vont nous fournir leurs expériences et leurs connaissances des solutions basées sur la nature pour l'Afrique. Notre session sera modérée par Dr. Pipin Anderson, qui est une professeure adjointe à l'Université de Cape Town dans le département de l'environnement et de la science. Elle se concentre sur le développement de notre compréhension de solutions pour l'Afrique de l'écologie urbaine. Nous avons plusieurs intervenants qui représentent le domaine de la recherche, du plaidoyer, de l'académie, etc. Nous avons professeur Shweib Loassa, qui est géographe et professeur adjoint à l'Université Makerere, où il travaille sur les possibilités de réduction et de transformation du développement urbain. Nous avons Jessica Kavonik, qui est chef de l'implémentation pour C40, les Cities C40, qui travaille dans toute l'Afrique. Elle œuvre dans l'amélioration du bien-être et de l'influence des politiques et des preneurs de décision. Nous avons Véronica Fortune. Je ne sais pas si elle est encore présente avec nous, mais elle est chef administratrice et la première d'ailleurs du conseil de la ville de Bo. Elle est du Sierra Leone et elle travaille sur les problématiques de gestion de déchets, de problématiques de genre, parmi d'autres. Nous avons Franklin Kirimi, qui est un cadre dans le domaine du design. Il est adjoint à Konki Design Initiative et il est intéressé par le rôle du design dans les solutions durables. Et enfin, nous avons Dr. Pearl Gola, qui travaille pour l'Institut national de biodiversité d'Afrique du Sud, où elle est coordinatrice d'un partenariat à l'infrastructure écologique avec Greater Undir Catchment, un bassin, et elle tente d'intégrer des solutions pour faire face aux défis actuels. Donc, bienvenue à tous nos intervenants et notre modérateur et toutes les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais donner la parole à Pipin. Je souhaite vous rappeler de rester sur muet, s'il vous plaît, à moins que vous interveniez, d'utiliser le chat pour des commentaires et des échanges. Et bien sûr, vous pouvez lever la main si vous souhaitez intervenir ou faire un commentaire ou partager votre avis. Nous avons l'interprétation vers le français pour cette session, donc n'hésitez pas à sélectionner le globe en bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Et je vous rappelle que la session est enregistrée, donc si vous restez dans la session, cela veut dire que vous êtes d'accord avec ceci. Comme introduction et pour contextualiser la session d'aujourd'hui, je vais vous montrer deux vidéos pour présenter le thème d'aujourd'hui, donc des solutions basées sur la nature. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Pourquoi sont-elles importantes? Et pourquoi est-ce que cette discussion est-elle sur la table? Voilà, nous allons commencer par ces vidéos d'introduction.
Je m'appelle Ingrid Coetzee, je travaille pour ICLEI Afrique, je suis basée à Cape Town et je suis responsable essentiellement de la biodiversité et des solutions basées sur la nature dans les villes. Je gère des projets ici sur le continent africain et sur le plan mondial également. Et je vais vous parler de solutions ancrées dans la nature. Ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes, comment on peut les mettre en œuvre et puis quels sont leurs bénéfices. Donc, premièrement, ce que je souhaite dire, c'est expliquer pourquoi les solutions basées sur la nature sont-elles importantes. Et pour répondre à cette question et comprendre leur importance, nous devons comprendre l'interconnectivité et la relation entre le changement climatique, la nature et les gens. Et comment nous, en tant que personnes, lorsque nous vivons dans des grandes ou des petites villes, nous dépendons de la nature pour notre bien-être, pour notre nourriture, pour notre santé, et en matière de bien-être général. Et ce qui est important de retenir, c'est que la nature nous apporte beaucoup de bénéfices et de ressources, des matières premières, de l'eau, des ressources médicinales. C'est là que l'on obtient la plupart de nos médicaments et de nos traitements. Et il y a d'autres biens et services que nous utilisons d'ailleurs dans notre quotidien alors que nous apprenons, nous travaillons et nous vivons tout simplement. Par exemple, je réfléchis aux arbres, je pense aux arbres qui longent nos routes, par exemple, non seulement pour peut-être divertir notre vision, mais également pour rafraîchir les rues, par exemple. Il y a bien sûr le rôle de la nature dans la prévention d'inondations, par exemple, dans la prévention de chaleur. Est-ce que vous vivez sur le littoral, par exemple? Vous devez comprendre l'importance des mangroves qui vont diminuer l'impact des catastrophes naturelles ou des intempéries. Donc, la nature est essentielle pour les communautés urbaines et les habitants pour leur permettre de vivre une vie durable. D'ailleurs, c'est la nature qui nous pourvoit de solutions lorsque nous devons préserver notre vie, notre société. Je souhaite également parler des solutions basées sur la nature et ce qu'elles sont exactement. C'est un terme ou un concept auquel on revient dans toutes sortes de circonstances et il y a plusieurs définitions qui sont proposées. L'une des plus fréquentes et celle qui a été définie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est qu'il s'agit de mettre en œuvre des actions qui considèrent les défis économiques et sociétaux essentiellement. Et surtout, lorsqu'on parle de solutions ancrées dans la nature, on parle du fait que, au bout du compte, c'est quelque chose qui va efficacement et de façon adaptive nous fournir des bénéfices en matière de biodiversité et de bien-être ensemble et simultanément. Et vous voyez ce dessin devant vous qui vous montre qu'au milieu des défis sociétaux auxquels nous faisons face, il y a différentes solutions ancrées dans la nature. Il y a par exemple des approches basées sur l'écosystème, des infrastructures bleues, vertes ou autres. Il y a toutes sortes de solutions proposées qui sont considérées et appelées solutions ancrées dans la nature. Merci. Maintenant que nous savons ce que sont les solutions basées sur la nature, quels en sont les bénéfices et pourquoi est-ce que celles-ci sont si importantes? Donc, quelque chose d'autre que je souhaite mentionner, c'est le bénéfice que nous tirons de ces solutions ancrées dans la nature, qui nous fournit des options qui sont plus rentables que la plupart de nos solutions et infrastructures grises. Tout d'abord, ici, vous voyez que c'est une usine de traitement des eaux qui coûte beaucoup d'argent, qui est immense et qui prend de la place. Et à gauche, vous voyez
ce qui ressemble à simplement un champ d'herbe. Et en fait, c'est un système de drainage qui, ici, utilise la nature et les actions de la nature, telles que des marécages et des façons de gérer les eaux usées. Ce qui est important de retenir, c'est que les solutions ancrées dans la nature sont souvent moins chères parce qu'elles proviennent de la nature. Ce sont des services qui sont gratuits. Et ceci est important lorsque l'on parle de la maintenance des infrastructures, surtout dans nos villes et pour les communautés les plus vulnérables et les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'investir dans des solutions complexes et coûteuses. Si l'on a des solutions moins chères et plus faciles à mettre en place, qui sont des solutions de base, qui couvrent des besoins de base, et cela est une excellente solution. Enfin, pour terminer, je souhaite revenir aux bénéfices et aux avantages des solutions basées dans la nature. J'espère que vous pouvez maintenant vous rendre compte de l'application pratique de celles-ci et de leurs avantages et leur efficacité. J'ai parlé de la rentabilité, mais il y a également un autre point que je souhaite soulever qui est en lien avec la rentabilité, bien sûr. Les solutions basées dans la nature apportent des solutions socio-économiques, donc à travers la création d'emplois et le soutien du bien-être des citoyens, parce que cela nous apporte des ressources naturelles qui nous permettent d'apporter des ressources en matière d'alimentation, par exemple, d'eau ou autre, dans les villes. Les solutions basées dans la nature nous apportent également des solutions sans regret et également un gain net en matière de biodiversité, ce qui est essentiel aujourd'hui alors que nous faisons face à la perte de notre nature et de nos ressources naturelles et l'impact du changement climatique, bien sûr. Et enfin, ce sont des solutions qui améliorent notre résilience également. Donc, alors que nous apprenons et nous étudions ces solutions ancrées dans la nature à l'école et à l'université, eh bien, nous devons nous souvenir que ce sont des outils essentiels et que ce sont des solutions également fournies par la nature qui sont des solutions idéales pour répondre à nos besoins en matière de services et nous rendre nos communautés plus résilientes. Voilà, donc maintenant, je crois que nous avons une excellente base pour le débat d'aujourd'hui. To lead us in this discussion. Je donne la parole à Kipen qui va diriger cette discussion. Merci. Merci, c'est excellent de démarrer avec la vitrine donc d'ICLEI et de ses produits. C'est une excellente vidéo comme point de départ. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'il est très intéressant de parler du langage, de la langue, parce que si l'on parle à des parents, eh bien, ils vont se souvenir, pas comme nos enfants aujourd'hui, mais les parents qui se souviennent aujourd'hui que ils parlaient une autre langue à leur entre adultes pour éviter que les enfants comprennent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de soulever que nous réfléchissons et nous pensons à la langue comme moyen de communication, mais c'est également un moyen d'exclure les gens. C'est un moyen d'exclusion, comme je viens de donner l'exemple du changement de langue pour éviter que les enfants comprennent. Moi, je l'ai fait moi-même avec mon mari, j'utilisais l'Afrikaans. Et puis parfois, nous utilisons le langage technique pour exclure des personnes lambda, du langage académique, du jargon qui peut être très exclusif également. Et lorsque quelqu'un échange dans sa propre langue avec quelqu'un d'autre et que vous ne comprenez pas, eh bien cela, vous les met dans une posture particulière. Donc, voilà, souvent la langue fait que nous faisons partie du club ou pas. Parfois, nous le faisons ouvertement, parfois, nous le faisons sans le vouloir. Et parfois, nous pensons que nous faisons quelque chose de bien en apprenant la langue de quelqu'un d'autre, mais de cette manière, nous incluons un peu dans la culture de cette autre personne. Donc, je pense qu'il est
très intéressant de réfléchir à comment on utilise la langue, à ce que l'on en fait, à comment on peut en profiter, etc. Donc, je trouve qu'il est très intéressant d'avoir cette conversation et de faire la parallèle avec la langue. Et donc, en matière de langue et de terminologie, en relation avec le travail que nous faisons tous, donc le travail autour de la nature, de la conservation de la biodiversité, de la durabilité et autres, tout ce qui concerne donc des domaines qu'on aborde en temps de crise, en temps de changement. Nous parlons bien sûr un langage qui est similaire et qui s'entrecroise à plusieurs niveaux. Là, nous réfléchissons aux solutions ancrées dans la nature tout particulièrement, comme nous avons vu dans l'introduction, qui a été très utile. Donc, c'est un terme qui capte une action en réponse à un défi, une action efficace, une action qui est adaptée et une action qui répond à des solutions en matière de biodiversité et en matière sociale également. Donc, c'est un terme qui couvre beaucoup de choses. Et bien sûr, ce qui est central à cette conversation également, c'est de réfléchir à l'infrastructure, aux services écologiques, à des adaptations basées sur l'écosystème, des approches basées sur les écosystèmes, etc., etc. Donc, il y a énormément d'éléments inclus et parlons maintenant de langage et de terminologie. Donc, quand je parle de langue, bien, je parle de plein de langues différentes, le français, l'anglais, le swahili ou autre, mais je fais également référence à la terminologie et je pense que nous pouvons réfléchir dans ces deux dimensions. Donc, pour une histoire toute particulière de la langue sur le continent africain, eh ben, nous décrivons l'Afrique comme un continent en proie aux crises, qui reçoit des ordres de l'Occident et du Nord, qui a encore une grande capacité au niveau de sa nature, un continent qui est le changement, qui croît très rapidement et qui sent le changement, je dirais. Maintenant, nous allons penser à la langue ou à la terminologie et comment est-ce que cela peut représente, je dirais, l'Afrique alors et sa posture en matière de solutions à tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui au niveau mondial. Nous avons un grand panel très intéressant à qui je vais commencer par poser une question, mais je pense qu'il est important de dire que c'est une conversation et cela nous ferait très plaisir que vous participiez tous. Si vous souhaitez partager quelque chose, si vous souhaitez poser une question à un panéliste, levez la main s'il vous plaît et comme ça, nous pourront vous donner la parole ou vous pouvez mettre votre question dans le chat et avec ma collègue, nous allons nous assurer de vous donner la parole ou d'y répondre, ce qui n'est pas toujours simple, mais nous ferons de notre mieux. Donc, pour le panel, ce que je souhaite vous poser comme question de départ, c'est de partager un élément de votre expérience par rapport à ce que les solutions basées sur la nature représentent pour vous dans votre espace de travail. Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est pratique? Comment est-ce que la langue est employée à ce niveau? Peut-être que c'est une expérience que vous pouvez partager pour démarrer l'échange. Lorsque vous prenez la parole, si vous pouvez juste nous rappeler votre nom et votre profession, parce que je crois que c'est assez pertinent à ce stade. Nous allons donner la parole à Shoaib. Yeah, thank you, Pipin. My name is Shoaib Rouassa. I'm an urban geographer. Merci, je suis Shoaib Drossa. Je suis un géographe. Je travaille dans l'urbanisation. Je travaille à l'université Makerere.
Et je réfléchis en matière de sciences et de pratiques académiques à plusieurs niveaux. Et donc, c'est un peu la base de ma réflexion en matière de langue et de solutions pour l'Afrique. Je vais d'abord faire référence à deux articles intéressants sur les services d'écosystème de manière générale et de santé primaire. Premièrement, l'évaluation de l'écosystème du Millénium. Nous nous souvenons peut-être que celui-ci a développé une terminologie très précise autour des services qui ont été catalogués par rapport à des éléments culturels, de soutien, d'approvisionnement et autres. Et ensuite, c'est une évaluation mondiale qui a présenté le discours et souligné l'importance de la contribution de la nature pour les personnes et qui réfléchit à des solutions ancrées dans la nature comme elles ont été définies par Ingrid tout à l'heure. Et donc, c'est un rapport qui définit très clairement ce qu'est la biodiversité, la conservation et de toutes ces notions. Ce qui est également très important, en plus de la biodiversité, c'est le stockage de carbone, bien sûr, et le pouvoir de la nature en la matière. Il ne faut pas oublier l'importance de la nature et dans le développement de la résilience pour les systèmes humains et les écosystèmes naturels. Donc, comme je l'ai dit, j'aborde la problématique du point de vue Afrique et d'un point de vue très spécifique par rapport à l'approvisionnement, le soutien, la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui peuvent être mesurés directement pour tracer la progression et l'évolution. Et nous avons donc ces solutions basées sur la nature qui nous apportent un langage qui a été adopté par l'ONU très récemment et une nouvelle terminologie en la matière qui est reconnue et acceptée aujourd'hui. Comme il a été dit tout à l'heure, je pense que l'Afrique est un leader en matière de ce progrès et de la contribution aux solutions ancrées dans la nature. Et ça peut être mené à l'exclusion, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que ces articles que je mentionne et ces rapports qui figurent dans des publications qui sont suivis par certains sont considérés comme des articles qui font du bruit. Pourquoi? Parce que ce sont des articles qui font du bruit, qui travaillent de pratiques qui parlent de pratiques et de solutions très particulières en matière d'agroforesterie ou autres sur les zones rurales et également dans les villes. On parle de foresterie et de périculture, par exemple. Ce sont des choses qui sont évaluées, mais qui restent à un niveau très réduit. Et cela nous donne de la place pour créer de nouvelles terminologies et de nouvelles solutions. Il y a encore beaucoup de villes africaines qui sont encore en voie de développement comparées à d'autres dans le monde entier. L'Afrique, depuis longtemps, pratique des solutions basées dans la nature très différentes, mais bien sûr qui ont été beaucoup moins mesurées en matière de cause à effet et d'efficacité. Bien sûr, par rapport aux normes ONU, nous avons moins pu contribuer parce que nous n'avons pas les capacités de faire ces mesures. Donc, nous soutenons l'Afrique pour la mise en place de
solutions basées dans la nature. Et nous pensons que l'Afrique a une meilleure expérience, une expérience sur le long terme de celle-ci. Et nous sommes certains que ceci représente l'avenir qui va permettre à certains experts de participer, de mettre en œuvre leurs connaissances. Je crois qu'il y a beaucoup d'expertise à tous les niveaux. Et nous devons également réfléchir à la profanisation de ces solutions ancrées dans la nature à travers le monde académique, en dispensant des cours, par exemple, dans la matière, pour former des gens, pour dispenser des formations qui mènent à des diplômes et qui permettront à des gens ensuite de mettre en pratique toutes ces connaissances et toute cette expertise qui est d'une grande valeur. Voilà, je vais m'arrêter là en disant que nous avons besoin d'être proactifs en matière de leadership en tant que continent africain. Merci beaucoup. Des réflexions très intéressantes. J'ai pris quelques notes. Je reviendrai vers vous sur certains points. Mais on va maintenant aller au sud. Jess Kavarnik, votre point de vue? Merci. Ravi de revoir ces visages et ces noms familiers. Pour me présenter, je suis donc spécialiste, directrice de la documentation au C40 pour l'Afrique. Je travaille avec les villes africaines depuis de nombreuses années, environ 8 ans, pour faire avancer l'harmonisation et l'intégration de la nature, des solutions fondées sur la nature dans les mécanismes financiers de planification d'urbanisation. Et j'ai l'honneur de faire partie du programme de réseau pour l'Afrique où on intègre ces questions. Très tôt, dans le cadre de ce programme, nous avons amené avec nous, réunis des membres des communautés, du secteur privé, des ONG, secteur privé, gouvernement, des municipalités et des villes, ensemble avec un système de coproduction, un laboratoire d'apprentissage et de formation afin de définir des domaines d'action pour des solutions fondées sur la nature dans nos villes. Et je commencerai en racontant l'histoire de ce qui est ressorti de ces sessions. L'objectif de la session, c'était de se pencher sur des technologies et comprendre mieux leur sens et voir le lien et la compréhension des personnes présentes. Et donc, on avait des cartes, des noms, des catégories. Et avec une grande variété de parties prenantes, ces personnes devaient placer ces mots dans différentes catégories et expliquer pourquoi ils avaient fait ce choix et ce que voulait dire cette catégorie ou ce mot pour eux. Et donc, ça correspondait bien à cette session. Et les 5 domaines clés, les 5 messages clés qui sont ressortis, c'était il y a longtemps, il y avait sûrement 45 messages, mais moi, je m'en souviens de 4 ou 5. Le premier, c'était que la langue compte, les termes comptent, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et ce qui était très clair également, c'est que le sens était tout aussi important que la terminologie. Alors, le sens derrière le choix des mots et de la terminologie et donner la capacité aux gens à expliquer ce qu'ils veulent dire, ça a été vraiment une transformation importante et ça nous a mené à nous réunir et être au même niveau, d'être sur la même compréhension lorsqu'on conçoit ces solutions fondées sur la nature. Le message clé, le deuxième dont je me souviens, c'est que le choix de la terminologie était plus important pour les personnes qui ont plus de pouvoir ou plus de responsabilité. Il peut y avoir une compréhension simple. Les personnes qui risquent d'avoir des problèmes s'ils prennent des mauvaises décisions sont particulièrement précautionneux autour des mots qu'ils choisissent, la terminologie qu'ils choisissent. Le troisième message clé qui en est ressorti, et une leçon qu'on en a tirée, c'est que les gens qui avaient moins de responsabilités avaient parfois l'impression que l'utilisation des mots, les mots choisis, pouvait être une barrière ou une excuse pour des délais éventuels. Et dans cet espace complexe de choix de mots, eh bien, souvent,
Les mots simples permettent d'agir ensemble plutôt que de retarder les prises de décision pour les mots plus complexes. Le quatrième message principal, c'est qu'il faut vraiment adapter l'utilisation des termes à son public. Arm of local governments versus the technical arm, what language they were using, what language they could relate to, could understand. Selon si on s'adresse à un public plus politique ou plus technique, ça change. Même chose pour les scientifiques, les bailleurs de fonds. On peut choisir en effet les termes différents, solutions fondées sur la nature ou technologie basée sur la nature. Et donc, la question, c'est de savoir si on va adapter sa terminologie, si on s'adresse à un bailleur de fonds, et s'adapter en fait pour qu'il comprenne de quoi on parle. Dernier message clé, cela concerne, et d'ailleurs c'est lié à ce qui a été dit, les solutions fondées sur la nature existent depuis longtemps en Afrique. On a parlé de leur sens, de quoi il s'agit, et il y a eu un vrai moment de compréhension, de se dire « Ah, mais on sait ce qu'on fait déjà, en fait ». Et donc, il faut exprimer cela pour que ce soit mieux compris, pour faire avancer ces actions. Et voilà, ça a été la compréhension des gens. Ah, en fait, on fait ça depuis très longtemps. On est déjà sur dans la bonne direction. Mais on n'utilisait pas ce terme. Voilà, j'ai hâte d'entendre ces débats très enthousiasmants encore. Merci, Jess. C'est super d'entendre vos contributions qui viennent de ces ateliers, ces méthodes d'ateliers qui génèrent beaucoup d'engagement. Je vais remonter au nord. Est-ce qu'on pourrait entendre le point de vue du prochain intervenant, s'il vous plaît? Franklin? Merci beaucoup. Merci aux autres panélistes. Je suis ravi de faire partie de ce panel. Je suis architecte, associé en design chez Design Initiative, une ONG en Suède. Je vais partager pendant cette session notre expérience lorsque nous avons travaillé à Nairobi. Je pense que le sujet de la terminologie, de la communication fait bien écho à mon travail, la planification, l'urbanisme, travailler avec les communautés afin de développer des solutions autour des besoins identifiés, plus particulièrement un projet qui s'appelle IUNBS, l'urbanisation à travers les solutions fondées sur la nature. On utilise ces solutions pour la gestion notamment de camps informels. L'interprète entend mal l'intervenant. Les fondations basées sur la nature, fondées sur la nature, et je relirai cela à l'exemple que j'ai mentionné, ce projet en particulier. C'était assez nouveau, et même pour mes collègues, mais on s'est vite rendu compte que c'est une chose qu'on faisait déjà depuis plusieurs années. On utilisait ces méthodes, ces solutions fondées sur la nature en matière de construction, de l'aménagement des espaces publics. Et la traduction directe de ce terme, qu'on peut considérer comme des solutions fondées sur la nature, eh bien, la traduction qu'on utilise n'existe pas quasiment. J'ai parlé avec d'autres partenaires du projet qui travaillaient à Dar es Salaam au Kenya, et le Swahili qu'on parle au Kenya est une langue assez populaire. C'est une version assez différente. Et je peux vous donner un exemple avec nos parties prenantes tanzaniens. Parce qu'on a commencé à réfléchir. Malheureusement, le son de l'intervenant coupe. L'interprète n'entend pas l'intervenant. Et nous avons trouvé très difficile de développer cela.
par exemple, ce terme est bien compris. Bon. L'objectif du projet était d'expliquer quelles sont les solutions fondées sur la nature, les avantages et comment cela fonctionne. Et il était particulièrement important d'avoir une approche participative où des acteurs clés de tout niveau devaient participer afin de les informer et qu'ils partagent l'information entre eux également durant ces sessions. Et donc, on a utilisé des récits, des histoires, des exemples pour expliquer les solutions fondées sur la nature. Et comme je l'ai dit, malheureusement, la connexion Internet de l'intervenant coupe. As we can see them in their areas. And that was very easy for them to relate to, and relating, human systems as what happens within the city dwellings in the towns here. And using that example, we were able to, that helps bring the comparison, the challenges that we see. En utilisant ces exemples, cela nous a permis de comprendre les défis et voir ce qui se passait dans ces environnements naturels, dans ces régions rurales. Et ça a été très utile. Et je me souviens qu'il y avait une communauté qui parlait d'un sujet qui se traduit par le choix de Dieu, la manière de faire de Dieu. Et ainsi, la communauté a pu comprendre que les solutions fondées sur la nature connectent la nature avec une forme de divinité. Et ça a été utile pour développer cette définition. Une autre manière d'expliquer les termes était de manière graphique, avec des photos. Notamment des photos d'avant-après, pour montrer la transformation. Et ça a été une manière de communiquer ce que veut dire les solutions fondées sur la nature. Ce n'était pas simplement trouver un graphique sur Internet, une illustration. On a dû mettre ces images dans le contexte et les présenter à ces nouvelles communautés pour lesquelles et avec lesquelles on développait ces solutions. Je souhaitais également mentionner le fait de construire des solutions concrètes et que les communautés viennent et comprennent ce que sont les NBS, les solutions fondées sur la nature. C'est très important parce que les gens ensuite comprennent de quoi il s'agit. Je parlerai un peu plus de notre travail sur ce sujet alors que nous continuons les discussions. Merci. Merci beaucoup, Franklin. Ce sont des contributions très intéressantes sur ces mêmes termes et les différences dans l'espace local. Merci beaucoup. On revient dans le sud maintenant. Pearl, est-ce que vous souhaitez partager vos réflexions avec nous? Très bien, merci. Alors, comme cela a été dit, je m'appelle Pearl Gola. Je suis coordinatrice d'infrastructures écologiques. J'insiste là-dessus parce que je reviendrai là-dessus en matière de terminologie. Coordinatrice pour le Greater Umgeni Catchment, et je reviendrai là-dessus également sur la terminologie. Mon travail se concentre en tant que coordinatrice pour le bassin versant, c'est que je travaille pour un projet mondial financé par l'Institut africain sur la biodiversité,
infrastructure écologique pour la sécurité de l'eau. C'est le nom du projet. Et à travers ce projet, on souhaite débloquer des avantages de l'écologie et des services des écosystèmes dans la chaîne de valeur de l'eau. Et on s'intéresse plus particulièrement à la gestion et au maintien des infrastructures écologiques pour des avantages en matière de sécurité de l'eau. Et la mise en œuvre se fait dans le bassin versant de Ngeni. Et nous réunissons des acteurs, des parties prenantes clés et nous essayons de coordonner le travail de chacun pour la gestion de cette infrastructure écologique pour le bassin versant Ngeni. Voilà donc le cœur de mon travail. Je travaille en matière de recherche, mise en œuvre des politiques et donc je passe des différentes phases à d'autres. Donc, un travail assez varié, pluridisciplinaire. Concernant la terminologie, je commencerai par le terme infrastructure écologique. C'est un concept assez nouveau. On l'utilise probablement plus en Afrique du Sud qu'ailleurs. Et cela fait référence à des écosystèmes qui fonctionnent naturellement et offrent des avantages aux personnes. On se concentre sur les personnes. Et pour moi, c'est finalement la définition des solutions fondées sur la nature en matière de maintien et gestion des infrastructures écologiques. Et lorsqu'on parle d'infrastructures écologiques, cela peut être des marécages, des bassins versants, des montagnes, tout ce genre d'écosystèmes. Et nous souhaitons les maintenir et les gérer pour que les personnes puissent en bénéficier. Ça, c'est le cœur de notre travail. Concernant la terminologie, les mots choisis, les infrastructures écologiques, les EI, sont un concept assez nouveau, assez large en Afrique du Sud. Et nous avons fait des efforts concertés afin d'intégrer ce concept des infrastructures écologiques dans le domaine de l'eau, en se concentrant notamment sur ces infrastructures comme une approche supplémentaire ou alternative afin de renforcer ou créer des infrastructures. Nous savons tous qu'il y a un point de vue subjectif en matière d'infrastructures écologiques, notamment pour l'eau. Il y a de très grands barrages énormes construits depuis maintenant une centaine d'années ou plus, et ces barrages sont censés permettre ou faciliter la livraison de services en eau. Et donc, le message qu'on essaye de faire passer avec le terme infrastructure écologique, c'est que ces infrastructures ont également un rôle dans la livraison, la gestion de services en eau. Donc, lorsqu'on y réfléchit, ce sont les infrastructures écologiques qui offrent et fournissent de l'eau. Ensuite, les autres systèmes, c'est du stockage et de la distribution. Et donc, si on investit dans la construction d'infrastructures comme on le fait depuis un siècle ou plus, il faut également se pencher sur des investissements dans les infrastructures écologiques aussi, parce que cela soutient ces infrastructures construites. Et lorsqu'on parle d'investissement, on parle également d'investissement de ressources financières et également de ressources humaines. Parce que nous savons que ce n'est pas l'argent qui construit, ce sont les gens qui font ce travail de construction. Et donc, il faut renforcer les capacités des personnes pour la gestion et le maintien des infrastructures écologiques. Et donc, le fait d'intégrer ce concept d'infrastructure écologique à tous les niveaux a des impacts d'un point de vue de la terminologie. C'est un nouveau concept. Et alors que nous travaillons au maintien et à la gestion de ces infrastructures,
on doit travailler avec les communautés. Et lorsqu'on arrive dans une communauté et qu'on souhaite parler d'infrastructure écologique, un ancien qui parle zoulou va vous demander de quoi il s'agit. Il ne le saura pas. Et donc, on a dû créer une sorte de traduction de ce concept en zoulou, ce que nous n'avons pas encore testé. C'est le terme que l'on a utilisé. Et cela soulève d'autres questions, cette traduction. Qu'on utilise ce terme dans les communautés rurales et qu'on explique de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'infrastructure écologique. Mais nous faisons cela afin que la communication avec les communautés soit plus simple, puisque lorsqu'on engage et communique avec ces communautés pour la mise en œuvre de nos travaux, on essaye d'utiliser leur langue, leurs termes. Voilà, je pense que c'est tout pour moi pour le moment. Merci. Merci, Pearl. Ravi d'entendre ce que vous dites, notamment lorsque vous parlez de ce terme pracadémique, universitaire pratique, concret. Est-ce que Veronica est là? Elle était là et je crois qu'elle a disparu. Veronica, est-ce que vous êtes là? Bon, pas de problème. Je crois que Veronica a beaucoup d'engagement. C'est dommage, mais on va avancer. Bonjour, Pipine, je suis là. Il y a pas mal de bruit de fond. Donc, je vais vous parler un peu plus tard, Super. Okay. Present but not participating for now. I thought that was a fantastic first round. That was really so many things came up. J'ai trouvé que cette première session était très bonne. Et nous avons entendu 2 termes nouveaux, les contributions de la nature aux personnes, les NCP. Paul a également parlé d'infrastructure. Pearl a parlé d'infrastructure écologique. Et il y a beaucoup de termes différents dans cet espace. Des conversations très larges. Franklin a parlé de divinité, le pouvoir des images. Vous avez parlé de théorie, d'où ça venait, vous avez parlé de perspectives locales. Vous avez parlé de hiérarchie des pouvoirs et de l'utilisation de la terminologie selon ces différents spectres. Et Jess et Pearl a également parlé d'adapter son discours selon les publics. En tout cas, j'aimerais soulever un point, puisque c'est revenu dans quelques-unes de vos réflexions. Il y a un récit très fort, à savoir que l'Afrique fait déjà cela. On utilise déjà des solutions fondées sur la nature. On comprend bien les services des écosystèmes. Cela est intégré au continent dans les pratiques quotidiennes. Mais une question pour le panel. Si on fait cela, alors comment mieux le promouvoir? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est notre compréhension à nous, mais ce n'est pas une compréhension mondiale. Et qu'est-ce qui manque, en fait, pour promouvoir cette force qui est admirée? Peut-être que la terminologie cache un peu ce travail. Alors, qui aimerait prendre la parole en premier? Est-ce que c'est une question trop difficile? C'est une théorie assez commune. Franklin, vous venez d'ouvrir votre micro. Est-ce que vous voulez prendre la parole?
L'interprète n'entend pas l'intervenant. Dans notre cas, en partageant ces exemples et en réfléchissant aux plateformes qui peuvent aider à ce partage. Et souvent, on essaye de capitaliser sur des terminologies déjà utilisées par les personnes avec qui on travaille et on n'essaye pas d'introduire de nouvelles terminologies. Et dans notre cas, souvent il y a des situations où on veut parler de la collecte de l'eau et il n'y a pas vraiment de traduction directe de ces termes. Mais il y a une manière dont on peut faire comprendre ces concepts aux terminologies, puisqu'ils utilisent ces systèmes depuis longtemps. Et la meilleure manière de faire cela, c'est d'utiliser les termes utilisés par les personnes et de développer cette compréhension. Et même dans le domaine universitaire, utiliser également une manière compréhensible d'expliquer ces solutions en expliquant les fonctionnalités. Et ça, c'est utile. Et cela peut être utile pour partager cela. Et je pense que stories or poetry or use them as in murals. And I think on peut utiliser des muraux et on peut ainsi collecter ces informations, les mettre sur notre site web. Et un des défis, lorsqu'on a développé notre site web, c'était d'avoir des solutions co-développées. L'interprète n'entend pas l'intervenant. Le son de l'intervenant ne permet pas l'interprétation, malheureusement. Et les termes qu'on utilise lorsqu'on développe ces solutions, ça doit se faire en co-développement avec les communautés. On doit continuer à avoir cette conversation bracket of ecosystem-based adaptation or approaches. Thanks, Franklin. Really lovely insights. Merci, Franklin. Ce sont des commentaires très importants et très intéressants et je suis content que vous ayez mentionné les graphiques parce qu'effectivement, c'est très utile. Oui, alors j'ai quelques idées par rapport à ce que nous faisons. Peut-être que nous réfléchissons à l'échelle. Il y a beaucoup de retours de la part des communautés, comme Franklin a souligné. Il y a beaucoup d'expertise en matière de communauté par rapport aux inondations et de solutions basées dans la communauté. Et bien sûr, il y en a qui agissent parce qu'ils font partie de communautés. Maintenant, il faut réfléchir à comment on peut vulgariser ceci et comment est-ce que l'on peut justement appliquer ceci à plus grande échelle pour gérer les inondations, par exemple. Et je pense que c'est là que l'on trouve la difficulté. Et qu'est-ce que l'on fait, comment on agit au niveau de la gouvernance et de la prise de décision. Ensuite, il s'agit des donateurs. Peut-être qu'il y en a qui souhaitent investir dans un programme plutôt qu'un autre parce que les résultats sont plus faciles à mesurer. Et donc, par rapport à nos villes, il y a peut-être des solutions qui sont proposées parce qu'elles sont plus quantifiables, bien qu'elles ne suffisent pas. Donc, voilà, c'est juste ce que je souhaitais contribuer. Merci, très utile, Jess.
Et bien sûr, lorsque l'on parle de l'échelle, eh bien, on revient à ce qu'a dit Shuai au départ. On parlait de l'étendue et la grande échelle pour la politique, mais également pour l'aspect théorique. Je ne sais pas si Shuai, vous avez une contribution à faire. Oui, tout à fait, merci. Merci pour tous les commentaires. Je souhaite juste apporter un point complémentaire et rebondir sur ce que Franklin a dit et les anecdotes qu'il a partagées par rapport aux solutions basées sur la nature. En matière de leadership en Afrique et les solutions basées sur la nature sont idéales, mais nous devons également cadrer les contributions de manière à faire en sorte que les résultats soient mesurables et autres. Ce que je veux dire, c'est que si on a une infrastructure verte qui contribue à réduire les inondations dans les villes, par exemple, on se demande quelle est cette contribution, comment on la mesure et comment on peut maintenir un suivi de cette progression pour contribuer des données à la sphère de l'étude, de la discussion, pour améliorer ensuite ce qui fonctionne. Donc, il s'agit d'améliorer la théorie, bien sûr, mais cela permet également d'améliorer les solutions. Et on sait que cela a été démontré dans certains rapports que cela est une manière efficace de procéder. Ensuite, il y a des aspects qui ont été mis en lumière également. Et il peut s'agir de réfléchir à la ligne d'inondation, par exemple, pour la mesurer. Il s'agit de la contribution des arbres pour réduire X ou Y. Enfin, il y a moyen de mesurer certaines contributions pour réduire quelque chose ou améliorer autre chose. Donc, nous devons commencer à réfléchir et à cadrer les contributions que font les personnes en Afrique, les économies africaines, de façon similaire pour que les régions puissent comparer leur traçage et leurs données. Bien sûr, qui concerne la mise en œuvre de politiques qui proviennent de l'international, ensuite du niveau national et qui s'appliquent au niveau local, régional et local. Et nous utilisons plutôt les directives internationales de l'ONU plutôt que ce que nous avons sur le plan plus local parce que nous n'avons pas les données et les mesures nécessaires pour prouver leur efficacité. Merci. Merci, c'est très intéressant et ce qui émerge des personnes ici présentes, c'est que nous devons tous parler le même langage pour faire sens et s'entendre, ce qui est un défi. Maintenant, peut-être que pour répondre à cette question que nous avons pour vous, donc Pearl. Alors, je ne peux pas répondre à votre question particulièrement, mais lorsque Jess partait d'amélioration, nous avons eu une discussion, enfin une réflexion plutôt par rapport à l'étendue avec nos partenaires, la commission de recherche et l'Université Rhodes, et nous avons réfléchi à l'amélioration sous toutes ses formes. Nous avons commencé un programme qui est un
module de financement mixte. Et ça, c'est un autre volet. Mais avec ce programme, ce qui émerge, c'est la réflexion autour de l'amélioration de cette application, par exemple. Et en fait, on réfléchit à l'étendue de ceci. Donc, nous devons réfléchir plutôt qu'à agrandir l'étendue de celui-ci. Nous tentons déjà d'améliorer le produit en lui-même. Comment est-ce que l'on prend ce que l'on fait et que l'on échange avec d'autres groupes pour leur enseigner ce que l'on fait? Donc ça, c'est une façon de partage à l'horizontale. Parce que lorsqu'on parle de verticalité, eh bien, comment est-ce que l'on peut prendre ce que l'on fait, nous, et comment le faire remonter pour que cela arrive à des preneurs de décision, pour créer des politiques et développer des directives. Bien sûr, tout ceci est en lien. Donc, il vaut mieux parler d'étendue au niveau horizontal, au niveau vertical. Et en fait, cela prend déjà beaucoup de temps. Et nous constatons que la plupart du temps, les projets pilotes, les programmes, les personnes veulent agir trop vite sans comprendre ce qu'il se passe vraiment, ce qu'il se passe dans leur propre espace et sans faire de lien entre l'amélioration à l'horizontale et la réflexion sur le fonctionnement pour chacun avant d'aller plus loin dans l'amélioration, dans l'étendue, dans une échelle plus grande, etc. Donc, nous avons toutes ces conversations autour de ceci, tout en réfléchissant encore à là où nous en sommes et comment nous pouvons avancer. Et nous devons réfléchir à ce que nous faisons bien ou pas bien déjà dans notre étendue avant d'aller plus loin et de rentrer dans une réflexion de dissémination à plus grande échelle. Bravo, oui, ça c'est un excellent résumé de toutes les questions que nous avons examinées jusqu'à maintenant, en parlant de théorie, de voisinage, d'étendue, d'échelle, etc. Nous avons une question ici pour Pearl qui vient de Jean. Est-ce que vous pourriez expliquer très rapidement, lorsque vous dites qu'il faut investir dans les ressources humaines pour bénéficier d'une infrastructure écologique? Et ensuite, je reprendrai une autre question ici. Alors, en termes d'investissement dans les ressources humaines, ce que l'on veut dire, c'est le renforcement de capacité. Donc, il s'agit de renforcer les capacités de façon différente, d'abord sur le plan individuel et ensuite au niveau institutionnel. Donc, nous renforçons nos capacités mutuellement lorsque nous réfléchissons à ce que l'on peut faire, à ce que l'on peut contribuer en matière d'infrastructures écologiques. Une partie de ceci que nous avons démarré tout récemment, en 2020, c'est la capacitation des jeunes dans la région en matière d'infrastructures écologiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons touché 600 jeunes environ qui maintenant travaillent dans la région avec différentes organisations pour mettre en œuvre différentes interventions dans le domaine. C'est cela que j'entends par investissement dans les ressources humaines, parce que cela requiert bien sûr des financements, du temps et des personnes, évidemment. Oui, tout à fait, et c'est très intéressant. Et le rôle d'ambassadeur est quelque chose qui émerge à plusieurs reprises.
Alors, il y a un point qui relève du marketing, surtout. Donc, on tente de gagner de l'attraction auprès des financeurs, et du domaine financier de manière plus générale. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Est-ce que quelqu'un a un avis à arrêter sur l'aspect plutôt financier et commercial? Je crois que le rôle des donateurs a été mentionné à plusieurs reprises. Bien sûr que techniquement, c'est quelque chose et l'usage des bons termes est utile pour taper dans les bonnes économies. Peut-être que ça a été dit différemment, mais ce que je... Qu'est-ce qu'on le faisait tout ce temps? De quoi? Qu'est-ce que concerne la terminologie? Je réfléchissais à d'autres processus et je me disais que peut-être que lorsque on est très familier, eh bien peut-être que le terme est trop utilisé. On a fait ça tout le long, donc peut-être que pour les partis qui qui rejoignent le mouvement, ces partis sont plus enclins à lui donner plus d'importance. Je ne sais pas si je suis très claire. Et ce n'est pas ma première langue non plus. Oui, oui, non, c'est très bien, bravo. Je crois que vous soulevez un point important. Now it's hugely popular here in the Netherlands and in Britain. Everyone is foraging. Yeah. But when I asked my grandmother, she said, "Well, we didn't call it that way. I got my grocery, I got my plants." Alors aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font de la cueillette, donc c'est quelque chose de plus en plus populaire et c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Ma grand-mère me dit qu'ils le font depuis la nuit des temps, mais c'est pas quelque chose qu'ils nommaient comme ça en tant que tel. Il y a une question de Kevin autour du langage. Kevin, je crois que le langage change lorsqu'on parle de solutions basées sur la nature, lorsqu'elle est invoquée par différentes communautés. Et la différence entre le Dar es Salaam et Nairobi, par exemple. Est-ce que la langue est en lien avec les défis auxquels les personnes font face? Est-ce que la langue est enrichie par le poids du défi? Vous pouvez répondre, mais si quelqu'un d'autre souhaite contribuer, pas de problème. Oui, Franklin. Je crois qu'il y a une différence entre la langue et les défis qui font partie de la gestion des eaux usées, par exemple. À Nairobi, il y a donc un contexte géographique qui est différent. Et donc, il y a des contextes différents, tels que le contexte du littoral. Il y a des différences culturelles qui ont émergé également. Il y a des exemples de solutions qui ont été proposées et développées. Et
une des réalisations que nous avons fait assez rapidement, concerne la façon dont les personnes comprennent ou proposent des solutions. Et si les choses ne sont pas trop bizarres ou trop complexes, mais je crois que le langage qui a été utilisé ou les termes qui ont été utilisés pour définir les défis à relever dépendent des solutions disponibles, des solutions accessibles. Et je crois que nous allons constater ceci de plus en plus alors que nous avançons et que nous développons le système de suivi et d'évaluation. Merci. Très utile. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite contribuer? Franklin a soulevé un point nouveau, qui n'est pas nouveau, mais lorsqu'il s'agit de suivi de progression, je pense qu'il est important de réfléchir à la perte éventuelle alors que nous transformons notre langage. Ou est-ce que ceci n'est pas une inquiétude? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de Kevin autour de la langue pour les crises ou bien la langue qui va perdurer ou pas, alors que nous traçons et nous suivons de près les évolutions? Kevin a parlé des défis surtout, et nous, ce que nous souhaitons réfléchir à des opportunités en matière de solutions ancrées dans la nature plutôt que des défis. Voilà, donc c'est juste, je souligne juste la différence de langage ici. Merci, Jess. Est-ce que vous comprenez ceci? Oui, oui, ça c'est bien entendu parce que je crois que c'est parfois mal perçu, mais si on présente la chose plutôt comme un atout, eh bien, les gens sont bien sûr plus sensibles, plus intéressés et plus ouverts. Et ça, c'est très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui souhaitent contribuer? Anita et Pearl ont leur main levée. Merci beaucoup. Anita? Anita. Bonjour à tous. Enfin, j'ai juste une idée par rapport à ce que je ne fais pas parler du bruit. Je crois que vous aviez un super terme, les études au niveau macro en Afrique. Jess, vous avez parlé de l'étendue. Bien sûr, on parle des initiatives plus importantes, telles que l'infrastructure écologique ou le projet Mfezavi à Dar es Salaam, qui est un projet immense et qui est soutenu par la Banque mondiale, le gouvernement et autres. Mais il y a d'autres solutions ancrées dans la nature qui sont très locales et à très petite échelle. Et je me demandais si ces deux ou s'il y avait une problématique de langage dans l'étendue, parce que lorsqu'il y a des initiatives à plus grande échelle, le langage est aligné à la politique, la prise de décision, les financeurs, les donateurs, etc. Et lorsque nous sommes au niveau plus local, le langage, c'est ce que certaines personnes disent, le langage est plus nuancé.
Et c'est peut-être pour ça que nous luttons pour coordonner et communiquer toute la valeur. Il y a différentes valeurs dans les solutions ancrées dans la nature. Et si on ne peut pas évaluer la valeur au niveau micro ou macro, eh bien, on perd l'occasion d'utiliser cette opportunité. Mais on ressent bien sûr beaucoup de bénéfices, d'amélioration de la qualité de vie, des services, etc. Je me demande si, sur le plan local, il y a peut-être une perte, ou alors il y a un récit qui est là, mais il est plus littéraire ou plus vague. Ou peut-être que on n'a pas le langage qu'il faut, mais on ne veut pas unifier le langage lorsqu'il y a des différences culturelles. Enfin, c'est à double tranchant. Donc, il est intéressant de réfléchir à ces différentes échelles et le langage et autres. Merci beaucoup. En tout cas, la discussion est très enrichissante. Merci, Anita. C'est très utile. C'est utile de vous entendre réfléchir comme ça à voix haute. Et je crois que vous avez résumé pas mal de choses autour de la réflexion sur l'échelle, petite ou grande. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui souhaitent répondre à ceci. Vous souhaitez répondre, Shwaib? Bah oui. Parfait, merci. Alors, lorsqu'on parle de solutions, nous devons prendre en considération certaines relations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, beaucoup d'occasions au niveau macro, à plus petite échelle. Et donc, au niveau macro, bien sûr, il s'agit des politiques et des preneurs de décision. Au micro, il s'agit plutôt de foyers et de petites communautés. Donc, en tant que praticiens et de chercheurs, nous devons pouvoir refléter toutes ces solutions sur toute la panoplie pour que les personnes ne se sentent pas perdues lorsqu'on parle d'infrastructures à grande échelle. Donc, lorsqu'il y a des descriptions comme l'a fait Ingrid sur des villes occidentales ou autres, peut-être que pas tout le monde va évaluer ce qui est dit. Mais si on évalue cette information et nous la transposons sur quelque chose de plus petit, de décentralisé et d'un quartier, cela résonnera peut-être avec beaucoup de gens qui pourront ainsi l'évaluer, l'utiliser et puis revenir au point que Kevin a mentionné par rapport au langage dans différentes régions qui est spécifique au contexte. Donc, on doit peut-être réfléchir à une graduation en ce sens. Merci, Shwaib. Oui, c'est très utile. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent revenir ou commenter la discussion autour de l'échelle. Je ne vois pas de main levée, mais je sais que Pearl souhaitait intervenir. Et Bangui, dites-moi si les gens ont levé la main parce que je ne vois pas bien l'écran. Pearl? Je dois m'excuser. Je ne peux pas allumer ma vidéo, mais j'ai dû me déplacer, donc je n'ai plus mon espace privé. Ce que je souhaitais souligner, c'est le point concernant le langage
Les agissements sur le plan local. Je ne sais pas vraiment. Ce que je souhaitais dire, c'est que le langage est spécifique et au contexte. Et ce qui ressort lorsque j'écoute les autres, c'est que nous avons eu des inondations tout récemment. Ici, ces dernières semaines. Donc, le langage et la conversation gravitent autour de ceci. Nous savons que notre langage est intégré dans un certain contexte, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, toute cette conversation est menée par l'approche écologique. Donc, je dirais que le langage est parfois, même souvent, influencé par le contexte. Merci, Pearl. Merci. On parle de contexte et d'échelle. C'est quelque chose qui revient très souvent. Les anciens également. Franklin a parlé de la langue également. Donc, c'est comment dépasser ce gradient. Je crois que c'est important de réfléchir à cela. Je crois que nous étions ensemble dans cette pièce. Eh bien, nous serions chacun sur notre chaise et nous travaillerons peut-être séparément, mais je ne suis pas sûre, ce qui est confortable, mais je ne suis pas sûre que cela représente une vraie collaboration qui démontre ce qu'il faut au monde, mais à l'Afrique, hein, qui a besoin de voir comment relever les défis. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Rien pour l'instant. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Il y a des participants très intéressants dans la pièce. Je regardais qui était présent. C'est quelque chose qui revient et qui réémerge pour moi de façon répétitive. C'est le travail sur le plan local, surtout en matière de praticiens qui opèrent à une grande échelle et qui génèrent un travail incroyable. Je pense que les conversations qui émergent concernent souvent le langage local, les projets locaux et la participation locale. Alors, ceci dans le contexte de la décolonisation. Nous devons réfléchir à comment nous pouvons récolter ces informations et ensuite les distiller de façon compréhensible. Comment est-ce que l'on prend cette base très africaine et comme Shoaib l'a dit, en essence, une façon d'exclure les autres, puisque, comme Shoaib l'a dit, on fait notre petite sauce avec notre langage à nous. Mais comment est-ce que l'on peut traduire ceci de manière à partager avec les donateurs internationaux, le soutien international, etc. Peut-être qu'on n'a pas besoin parce qu'ici, nous utilisons du langage inclusif, etc. Donc, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Voilà une idée qui émerge pour moi. J'ai l'impression que ceci émerge de la conversation et qui est en lien avec la pratique de la décolonisation et la recherche dans le domaine. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si je peux prendre la parole, merci d'avoir parlé du débat sur la décolonisation. Je pense que il est important de le lier à la terminologie, la manière dont les universitaires, sur différents sujets, et les solutions fondées sur la nature, peuvent bénéficier de cet agenda.
Lorsqu'on parle de décolonisation, je sais que c'est un discours qui est remis à l'ordre du jour et il y a différents sentiments et il faut faire très attention parce que je pense qu'il est parfois un peu accaparé pour l'intégrer à un agenda du développement ou un débat sur le développement. Et pour moi, la décolonisation, c'est se poser la question d'où on part. Et dans nos pratiques, il faut apprécier les déséquilibres, les penser, les déséquilibres de pouvoir, la terminologie comme un média du pouvoir. Et d'ailleurs, on vient d'en parler. Parce qu'on parle d'infrastructure écologique, eh bien, ça peut déjà être un peu intimidant pour les anciens. Et ça peut faire ressentir un certain niveau de pouvoir qui peut les empêcher de contribuer honnêtement sur des sujets qu'ils connaissent peut-être déjà, qu'ils ont déjà pratiqués, mais avec des termes différents. Et donc, la décolonisation, c'est un point de départ et c'est la responsabilité de chacun de prendre ces petites mesures pour essayer de parler de ces sujets, des déséquilibres des pouvoirs. Et la terminologie, c'est très important pour transmettre ce genre de réflexion directement ou indirectement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vois que nous arrivons maintenant, il nous reste que 10 minutes. Je vais faire un dernier appel à la prise de parole avant que le panel reprenne la parole. Est-ce que quelqu'un n'a pas osé lever la main sur un sujet ou... Non? Excusez-moi, je reprends la parole. Erika a parlé du sujet du marketing. Véronica. Et lorsqu'elle en a parlé, elle m'a rappelé de pratiques anciennes africaines d'agriculture bio par rapport à l'agriculture non bio qui utilise des fertilisants, des engrais et dont l'empreinte carbone est très élevée. On utilise encore des engrais en Afrique, mais c'est marginal par rapport aux autres régions. Et concernant cet exemple, il faut être très stratégique lorsqu'on parle de cette manière de marketer les choses. Il est possible que le marketing renvoie ou utilise des terminologies inclusives pour l'Afrique et l'injecte au niveau mondial. Et s'il est possible que cela apporte des avantages financiers, eh bien, beaucoup de gens risquent de s'en saisir. Et depuis longtemps, l'agriculture bio a contribué au peuple en Afrique. On peut en débattre dans d'autres réunions, mais l'Afrique se nourrit encore dans une grande portion à travers une agriculture bio. Ces avantages, ces bénéfices n'ont pas été mesurés et il faut encore le marketer, si cela est nécessaire, entre guillemets. Donc, il faut être très stratégique sur ce sujet. C'est pourquoi je touche cet autre sujet. Lorsqu'on parle du fait de ne pas avoir de regrets, eh bien, lorsqu'on parle de cela, il ne faut pas que ce soit une charge pour les Africains urbains ou ruraux qui contribuent à ces solutions de la nature depuis longtemps. Je parle de nombreux sujets du point de vue de la terminologie, mais je pense qu'il est important qu'on se pose cette question de marketing. Il faut que ça bénéficie à l'Afrique de manière rapide. Tout à fait, vous l'avez très bien dit. On a une question de Peter qui demande concrètement sur le sujet de l'urgence, comment éviter que le jargon empêche l'action. Je vais me tourner vers Jess puisqu'elle a soulevé ce sujet. Lorsque la terminologie peut sembler être une tactique pour retarder les choses. Oui, c'est une question très difficile, mais ce qu'on a pu observer, c'est ce premier sujet que j'ai soulevé. La terminologie est importante, mais le sens derrière les mots
sont tout aussi importants. Et on peut, en effet, utiliser certains termes, poser des questions. Pourquoi utiliser un tel terme? Quelle est l'idée derrière? C'est une manière un peu d'être sur un pied d'égalité et comprendre d'où la personne parle et quelles sont les valeurs qu'elle met dans les termes qu'elle utilise. Et ça, je pense que c'est un aspect clé. Je sais également que cela fait partie du débat sur le climat. Cela amène de nombreuses incertitudes et donc la question, c'est de produire des connaissances ensemble et se demander quel est le risque de l'action. Et donc, la partie débat sur la terminologie et également la compréhension mutuelle qu'il faut trouver sur les termes qu'on utilise. Et c'est comme ça qu'on peut développer ces espaces de coproduction. Très bien, merci Jess. Franklin, Pearl, souhaitez-vous ajouter quelque chose à la question sur le jargon qui pourrait être une barrière? Je pense que la terminologie va encore avoir un rôle crucial à l'avenir. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'intervention au niveau des communautés, à petite échelle, on utilise une terminologie différente et on essaye de la lier au travail des universitaires, des chercheurs. Mais je pense que il faut également prendre en compte, par exemple, j'apprécie le rôle de Hickley, qui développe la terminologie sur les questions de solutions fondées sur la nature pour qu'il soit plus compréhensible et qu'on puisse ainsi faire tomber ces objectifs, ces termes très mondiaux, globaux, et les intégrer, les adapter au contexte. Et donc ça, c'est une bonne pratique. Et je pense qu'il y a un rôle dans les mots afin de pouvoir faire comprendre ce que sont ces solutions fondées sur la nature et les bonnes pratiques. Et je pense qu'il faut un peu regarder ce qu'on essaye de faire et on peut collaborer et faire travailler ensemble les différents niveaux et prendre en compte le point de vue des citoyens afin de coproduire et renforcer ces interventions d'urbanisme et de trouver une manière d'intégrer cela aux acteurs dans les villes, mais autres acteurs, les spécialistes, les gouvernements, etc. Et ce genre de communication formelle doit permettre d'avoir un partage des approches et un apprentissage mutuel. Et dans ce cas particulier, concernant les campements informels, on a vu qu'il y avait des lacunes en matière de vocabulaire, des écarts en tout cas, et il faut le comprendre et observer ce que les gens font afin d'être un intermédiaire entre cette approche du bas vers le haut, de petite échelle, et le relier avec d'autres sphères universitaires, experts, etc. Et donc, il faut rapprocher ces approches du bas vers le haut et du haut vers le bas pour l'utilisation des solutions fondées sur la nature. Et en plus du site web que nous créons, je pense qu'il y a de nombreuses organisations ici qui font cette même
approche avec ces plateformes et on essaye également d'établir une communauté de pratique dans la région. Et je suis tout à fait ravi que les membres du panel et le public soient présents et je vous encourage à réunir cette communauté de pratique. Je pense qu'il serait utile de partager ce que nous partageons aujourd'hui et également de donner l'opportunité à d'autres acteurs de partager ces informations dans les différentes terminologies, entre guillemets, les langues qu'on utilise. Merci beaucoup. Merci, Franklin. La question de la terminologie, il me reste 3 minutes. Une dernière question pour nos panélistes et j'aimerais une réponse très claire, par oui ou par non. Peut-être une phrase, mais en tout cas, pas besoin d'élaborer. La question est la suivante. Joseph Managan a parlé sur le chat du fait qu'on ne soit pas nécessairement formé à ces sujets. Parfois, on l'est, mais en tout cas, tous les membres de ce panel est très flexible. Vous avez plusieurs échelles. Vous parlez aux politiques, aux communautés, aux bailleurs de fonds. Alors, ma question est la suivante. Dans votre formation, avez-vous eu l'impression d'être formé à être des intégrateurs du système ou des personnes qui cassent les connaissances? Alors, avez-vous l'impression d'avoir eu cette formation qui vous forme à la pratique que vous menez au quotidien? Rapidement, Franklin. Oui. Très bonne réponse, Pearl. Pour être honnête, non. Je dis souvent, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. C'est quelque chose que je fais, tout simplement. Et ensuite, ça me permet de me former plutôt de manière continue. Mais moi, je suis scientifique, donc je n'ai pas été formé à cela. C'est plutôt inné. Schwabe, sur ce sujet? Je n'ai pas été formé à cela, mais mon expérience m'a rendu plus humble en travaillant sur différents domaines. Maintenant, je me perçois comme en position de faire le lien entre le global et le local. Et donc, j'ai ainsi acquis des compétences au niveau local et international. Et donc, c'est vraiment génial de faire ce parcours d'apprentissage. C'est un parcours, c'est certain, Jess. Oui, mais aucune formation n'est semblable à l'action dans ce genre d'espace. Et c'est là qu'on apprend vraiment. Super. Merci beaucoup pour ces derniers commentaires. Je pense qu'il est très intéressant de voir comment nous utilisons la terminologie, le vocabulaire dans ces différents niveaux, ces différentes échelles et membres de la société. Des réflexions très intéressantes. Je ne ferai pas de résumé. Je pense que vous avez bien planté des graines de conclusion. Et je vais donc maintenant remercier ce panel tout à fait remarquable. Je regrette qu'un de nos intervenants n'ait pas pu venir, mais en tout cas, Jess, Frank, Schwabe et Pearl, vos contributions étaient particulièrement intéressantes et votre volonté de partager avec nous ont été très généreux. Merci à toutes et à tous et profitez bien du reste du RISE Festival. On se retrouvera. Merci beaucoup à l'équipe technique. Au revoir. Thanks, everyone. Thank you. Thanks, everyone. Cheers.